Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Salut, cette fois-ci c'est moi, Arthur. L'épisode qu'on vous présente aujourd'hui est une interview d'un professeur de droit pénal de l'université de Poitiers. Plusieurs thèmes seront abordés comme sa carrière, le système académique ou encore son opinion sur certains points de la discipline. Je vous laisse vous détendre, prendre un café et bonne écoute. Monsieur, Bonjour. présentez-vous en quelques mots s'il vous plaît. Donc moi je m'appelle Pierre Jouette, je suis docteur en droit et maître de conférence en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de Poitiers. Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez faire du droit pénal? Non, pas du tout. Je suis venu à la faculté et je suis sorti du lycée en voulant être notaire. Donc j'ai toujours su que je voulais faire du droit, mais pas du droit pénal. Ça je l'ai découvert véritablement je pense en L3, en troisième année, voyant toutes les matières du droit privé. Bon, j'ai su que je voulais plus être notaire dès la L1 par contre, mais après je n'ai pas su ce que je voulais faire une fois ce premier amour rompu, on va dire. Ok. Et vous avez déjà pensé à arrêter le droit? Oui. Quand précisément? Pendant mes études ou? Je pense, oui, déjà pendant les études, même pendant... Ouais, pendant les études, oui, plein de fois, comme vous, j'imagine. Ah, oui. Oui, plusieurs fois, j'ai toujours douté. En licence surtout, en fait. En licence, c'était un peu long, parfois, les matières ne me parlaient pas forcément, comme vous, j'imagine, des fois, on s'y retrouve pas toujours. Puis des fois, on doute parce qu'on a des mauvaises notes, et on se dit, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est au bon endroit? Ensuite, j'ai moins douté. Une fois que j'ai été en master et surtout en thèse, même si des fois j'ai tendance à me dire qu'est-ce que je ferais si je devais arrêter, où serais-je? Et si vous n'aviez pas fait du droit, peut-être qu'il y avait quelque chose d'autre qui vous plaisait aussi? Ah oui, oui, je voulais être pilote. Je voulais Ah oui. être pilote de chasse, mais j'étais assez... j'étais jeune et feignant, mauvais en maths et en physique, mais j'aurais bien voulu être pilote de chasse, oui. Ou vétérinaire. Ok. Votre carrière actuelle en droit et en tant qu'enseignant, c'était une vocation. Et est-ce que c'était une vocation du coup? Et quel a été votre parcours pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, une vocation, pas du tout. Ça a été découvert sur le tas. Mon parcours, c'est qu'après un Master 2 en droit pénal, à l'époque, on appelait ça des Master 2 recherche, c'est-à-dire qu'on faisait un mémoire de recherche, on ne faisait pas de stage, c'était vraiment approfondir une matière. Après ce Master 2, j'ai fait une thèse, j'ai candidaté pour avoir une bourse de thèse que j'ai obtenue. Et donc, j'ai fait une thèse pendant 6 années, et à l'occasion de cette thèse, on fait des enseignements, on fait des TD. On fait des cours, des travaux dirigés, et j'avoue que la passion pour la recherche et l'enseignement s'est révélée à ce moment-là, pendant la thèse, parce que c'était une toute nouvelle expérience pour moi par rapport à ce que j'avais fait comme étudiant, en tant qu'étudiant. Et ça s'est confirmé, oui, oui, complètement. Donc, c'est devenu une vocation en l'apprenant sur le tas. Comment se déroule votre quotidien en tant que professeur de droit? Je ne sais pas si on pourrait vous décrire une journée type. Je ne suis pas sûr que ça existe, une journée type. On a des cours, c'est sûr, qui sont répartis assez aléatoirement. Enfin, les cours de licence, par exemple, pour ce qui est de la fac de droit de Poitiers, c'est toutes les semaines, tous les ans, à la même heure, si on prend les mêmes cours. Mais après, les cours de master, on les déplace un peu quand on veut. Donc déjà, rien que ça implique des semaines avec plus ou moins de cours. Et puis sur la recherche, et en fait, c'est qu'en dehors de ce temps de recherche, on n'a pas d'emploi du temps très organisé, c'est nous qui organisons notre temps de travail. Donc on fait de la recherche, en lisant, en écrivant, en faisant des colloques, on se déplace à droite à gauche. On peut faire des soutenances de thèse, on se déplace dans d'autres facultés, on fait des cours dans d'autres facultés. Moi j'interviens à Limoges, je suis allé aussi au Koweït, je suis allé en Pologne faire cours à des étudiants de droit. Donc déjà rien que ça, vous voyez, on bouge beaucoup, et c'est pas tout le temps, mais quand ça se présente, voilà. Et puis on a beaucoup de fonctions administratives qui font qu'effectivement, là, c'est souvent imprévu, ou alors on organise notre temps comme on veut, ce qui fait que les journées ne se ressemblent pas. C'est assez chouette. Et vous arrivez un peu à faire la balance entre la vie privée et... Je sais pas trop. Ah. Peut-être pas trop. Je pense que ce métier, ça c'est mon opinion personnelle, peut-être que les autres collègues vous diraient autre chose, mais
Me concernant, je crois que je donne tout à ce métier, ça c'est sûr et C'est une certain. passion. Oui, c'est une passion. Ouais. Ce qui fait que parfois c'est difficile. Et surtout, j'ai beaucoup de mes amis qui sont aussi mes collègues. Donc forcément, C'est pratique quand même. voilà, Dans un sens. d'avoir des amis un peu Ouais. extérieurs, parfois c'est pratique. J'en ai, mais je les vois pas forcément souvent. Quel est le plus grand défi que vous ayez rencontré et votre plus grande fierté professionnelle, ainsi qu'un souvenir marquant à nous partager? Ma plus grande fierté, je pense que c'est d'avoir réussi à obtenir la maîtrise de conférence, être devenu enseignant-chercheur titulaire, quoi, parce que, alors je sais pas si on vous en avait déjà parlé avant, mais il n'y a pas beaucoup de postes, les concours sont très difficiles, et en fait, c'est pas quand vous avez votre thèse, il faut ensuite passer 2 concours, au moins, pour être recruté. Donc la thèse, c'est simple, je sais pas mais du tout. on passe un concours qu'on appelle la qualification, et après, quand on est qualifié, si on l'est, on peut passer le concours de recrutement, de la maîtrise de conférence. Donc, être parvenu à obtenir un poste alors que j'ai plein de camarades qui n'ont pas réussi, c'est une fierté, je pense, oui, effectivement, assez importante. Et après, vous m'avez dit un moment marquant. Un moment marquant dans ma carrière, là, Je pense Ouais. celui que vous avez le plus retenu. ma soutenance de thèse, pour l'instant, c'était le moment le plus marquant parce que c'est l'aboutissement d'un travail long. Et c'est là où on va enfin savoir qu'est-ce qu'il vaut. Et votre plus grand défi? Continuer à enseigner, mais ça c'est un défi collectif, je pense que c'est avec tous les collègues, continuer à enseigner aux étudiants de la fac de droit à l'université aussi bien, en tout cas aussi bien en l'état actuel des choses, avec peu de moyens, avec de moins en moins de moyens. Je pense que ça c'est un défi qu'il faut que nous relevions, ouais, effectivement. Du coup, justement, est-ce que vos méthodes pédagogiques ont évolué au fil des années? Ouais, complètement. Même chaque année, ça évolue parce qu'on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Et puis des fois, on se lasse de certaines pratiques. Mais par exemple, avec la Covid, on avait fait beaucoup de... Enfin, les profs, vous l'avez bien senti, on faisait beaucoup de WooClap, on utilisait beaucoup les plateformes numériques. Je ne les utilise plus tellement maintenant parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément un plus, véritablement, dans l'enseignement et l'apprentissage. C'est sûr que c'est divertissant pour vous, ça vous... Alors peut-être que j'utilisais mal, hein, mais ça vous plaisait parce que vous dites, ah, c'est un peu récréatif, c'est ludique. Non? Ouais, si. Moi aussi, j'aimais bien. Ouais. Personnellement, J'étais j'aimais plutôt- bien. Oui, ça permet de vous évaluer parfois, mais je Oui. sais pas, j'ai jamais senti qu'il y avait une plus-value vraiment significative. Donc bon, voilà. Et après, méthode d'enseignement, oui, j'essaie de faire des choses autrement. Par exemple, là, on fait des petites dissertes, on enseigne la méthode en amphi, alors que moi, à mon époque, on ne le faisait pas trop, mais bon, j'ai que 5 ans de pratique pour l'instant. Et que pensez-vous du système de notation académique? Waouh, vous mettez les pieds dans le plat. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'en pense que j'ai toujours été assez... Pardon. Vous n'aimez pas, vous, le système de notation académique? Pas les QCM. Pas les QCM. Ah non, alors ok, les QCM, là je suis complètement d'accord avec vous. C'est une hérésie, parce qu'on ne peut pas évaluer un savoir, et quand vous serez praticien du droit, mais quel que soit le métier que vous allez faire, hein, c'est pas des QCM. La vie, c'est pas un QCM. On ne vous demande pas de rentrer dans des cases et de choisir des bonnes réponses. Ce qu'on demande, surtout en droit, c'est un peu de cogiter, de prendre de la hauteur. Et ça, je suis d'accord qu'un QCM ne révèle pas votre niveau, je pense, clairement pas. Oui, puis je trouve Et- que ça donne pas forcément une vraie réflexion, puisque parfois il y a juste une réponse à mettre qu'on a trouvée dans le cours, qu'on a prise par cœur en fait. Oui, c'est du bête et méchant. Oui, Et voilà, puis c'est ça. La manière de noter les mineurs, où c'est une seule évaluation dans l'année, alors qu'en fait, on est noté sur un instant T et pas sur nos connaissances réelles. Oui, je suis assez d'accord. Vous avez 30 heures de cours pour les petites matières, comme on dit. Enfin, à peu près 30 heures, je pense, pour chacune. Ouais, Environ. si, ouais, je crois que c'est ça. Ouais. Certaines Ouais. peut-être. Et en fait, on vous évalue en one shot à la fin. Alors, c'est pas satisfaisant parce que dans l'idéal, il faudrait du contrôle continu un peu pour tout, peut-être. Simplement, ce dont il faut se rendre compte, c'est que on n'est pas assez nombreux pour absorber la masse des copies, absorber la masse des corrections. En fait, sinon, il faudrait des enseignants qui enseignent, des enseignants qui corrigent, et personne n'en les corrige. Et puis on a passé d'heures dans une semaine. Oui, en plus, voilà. Oui, si. Non, mais c'est vraiment très compliqué parce qu'on essaie de faire avec les contraintes qu'on nous impose. Mais donc ça, c'est pas satisfaisant. Et après, je sais pas non plus si, ça c'est mon opinion très personnelle, si c'est satisfaisant de vous mettre des notes, de vous noter. Est-ce que c'est vraiment... En fait, depuis que vous êtes tout petit, on vous met des notes. Oui. On vous Oui, évalue, c'est vrai. vous valez tant, votre travail vaut tant.
Je pense qu'à un moment donné, à l'université, il faut peut-être attendre autre chose. Et il faut peut-être essayer de nouvelles méthodes de notation, parce que je pense que vous êtes trop englué dans combien ça vaut et pas pourquoi ça vaut tant de telle note. Vous recevez votre note, que vous ayez 15, que vous ayez 5, je pense que vous regardez la note et vous ne regardez pas tellement ce qui est marqué dedans, si on a bien annoté, etc. Enfin, je ne suis pas sûr que la majorité le fasse en tout cas. Alors qu'en fait, une copie sans note, mais avec plein d'annotations, pour vous expliquer pourquoi c'est pas bien ou bien, vous vous concentrerez sur le fond et non pas sur cette note. Après, il y a beaucoup de copies avec écrit juste très bien ou ça à revoir et ils expliquent Oui. pas où ça a prêché. Oui, ça je suis d'accord aussi, c'est que des fois on ne joue pas le jeu. Non, mais c'est vraiment... mais parce que, pour le coup, là j'en prends ma part, hein, c'est que quand on doit corriger, je sais pas moi, 300, 400 copies, en 2 semaines, on n'a pas le temps de noter quoi que ce soit. Puis ça doit venir vite redondant, voir les mêmes choses. Ouais, aussi. après il fallait pas faire le métier. C'est vrai. Non, Dans ça un c'est... sens, Il oui. fallait pas faire ce travail. Il faut pas être enseignant s'il ne faut pas corriger de copies. Mais oui, je suis d'accord que c'est assez horrible. Moi j'ai une question aussi. Est-ce que vous pensez pas que la fac c'est beaucoup trop théorique par rapport à C'est vrai ce qui nous attend? C'est vrai que c'est une critique que vous formulez souvent, et souvent c'est une critique aussi qui est relayée par les praticiens ou les jeunes praticiens qui donc sortent de la fac. Mais en fait, l'école, le droit, l'enseignement du droit, en fait l'université, la fac de droit, pardon, n'a pas vocation à vous apprendre un métier. Elle a vocation à vous apprendre un savoir qui sera ensuite appris dans le cadre d'un métier. Ensuite, quand vous irez à l'école des avocats, à l'école de la magistrature, à l'école des huissiers, des greffes, ce que vous voulez, police, c'est ce savoir que vous aurez acquis qui sera un acquis, et là on vous enseignera comment le mettre en œuvre dans le cadre d'un métier qui sera la pratique. Mais on ne peut pas faire à l'envers, on ne peut pas faire les choses à l'envers. Alors il est vrai que parfois il y a des enseignements qui sont hyper théoriques, parce qu'il y a des enseignants qui ont une approche très théorique des choses. Moi je me souviens avec des profs ils prenaient tellement de recul qu'on ne voyait même plus du tout les implications concrètes des choses, on se croyait en philo, en histoire, et parfois pour ceux qui attendent des choses un peu concrètes, c'est difficile. Pour autant, je suis quand même assez convaincu que dès lors qu'on vous enseigne du droit, on vous apprend qu'est-ce qu'il y a dans le code et qu'est-ce qu'il y a dans la jurisprudence, c'est le monde réel, c'est pas la théorie, c'est la loi qui s'applique au quotidien et qui est appliquée par le juge. C'est vrai que ça donne de bonnes bases quand même. Oui. Nécessaires. Et après, quand on fait, des fois, je sais que des fois en cours, c'est là où vous vous endormez un peu, on critique les solutions. Et là, je pense que vous apercevez le côté hyper théorique. Mais en réalité, c'est pas tellement la théorie pour la théorie, c'est là, à ce moment-là, où le prof essaie de vous montrer qu'on prend du recul et qu'on essaie de voir la cohérence des choses dans leur ensemble et qu'il faut interroger cette cohérence parce qu'il y a des conséquences concrètes au quotidien, pas sur la vie des individus. Bon, c'est ce que, en tout cas, moi, je m'efforce de faire en cours, de pas être trop théorique. Justement, je voulais prendre par une expérience. On a une chargée de TD en L3 qui est avocate et qui nous a un peu montré ce qu'elle faisait dans la pratique, et j'ai trouvé ça plutôt intéressant puisque généralement, par exemple quand on étudie des arrêts, je n'ai pas forcément l'impression que c'est forcément ce qui s'est passé, et là vraiment c'était vraiment concret et j'ai bien aimé personnellement cette approche aussi. Oui. Personnellement. On a la même chargée de TD. Non mais oui, après c'est aussi l'avantage de la fac, c'est que vous n'avez pas que des profs, vous avez des praticiens, ce qui vous donne une autre vision des choses. Et puis on cherche aussi à professionnaliser un peu nos formations, en tout cas à leur rendre un peu plus pratique et concret. Dans l'idéal, par exemple en pénal, ce qui serait trop bien, c'est de vous filer un dossier de procédure et de faire tous les TD sur la base de ce dossier de procédure, mais c'est difficile à faire. Mais c'est un peu ce que vous aviez fait l'année dernière en truc terminal à Ouais, Sciences 9. mais je l'ai pas refait parce que j'ai vu que ça avait été un peu fiasco. C'était bien ça. Ah ouais? Ah ouais, moi j'avais adoré. Apprécié aussi. Moi j'avais pas eu de bon retour, alors j'ai complètement annulé. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient demandé à le faire tout seul. Ah, donc il faudrait plutôt le faire tout seul. Moi je pense qu'en groupe c'était bien puisque ça permettait d'avoir plusieurs idées, et je pense qu'en plus c'est un exercice qu'on n'avait jamais fait. Moi, ça me... Non, mais peut-être on est dans un mauvais groupe. Ah ouais, donc ça a été Ah ouais. Voilà, On a dû tout faire à deux alors que c'est un truc à faire à... on l'avait fait. En fait, on a tout repris la veille pour le lendemain. Ah oui. Bon, mais merci Ouais, en tout cas de faire preuve de nuance. De dire que c'était intéressant, mais pas forcément. Ok, vous voyez, je vais changer, je pensais les choses. Non, mais oui, et pareil, il y a des facs, vous savez, je sais pas si vous avez vu, à Caen ou à Lille, à Caen et à Lille, il y a des tribunaux dans les facs, enfin je veux dire, il y a des salles de TD, c'est des salles d'audience qui peuvent redevenir salles de TD, etc. Et ça, je pense que c'est trop bien de faire des séances de TD sur la base de procès fictifs. Oui, je pense que Ça peut être incroyable. Oui. Ça serait génial. Puis ça bonne mise motive, en je pense. pratique. Ouais. Complètement. Mm. Je suis d'accord.
Ça va. Pourquoi, selon vous, le droit pénal est-il si fascinant pour les étudiants et le grand public? Pourquoi il est si fascinant? Parce qu'on en parle à la fois tous les jours. Tous les jours, on nous aborde le droit pénal. Preuve hier soir. Hier soir, c'était du droit pénal, c'était du droit de la peine, avec la condamnation d'une femme politique. Donc déjà, c'est quelque chose qui est tellement quotidien, qui fait partie de notre quotidien. Et puis surtout, sur les aspects un peu plus morbides, c'est que le meurtre, ça fascine, quoi. C'est le penchant, un peu le vice qui est un peu en nous toutes et tous. Et le droit pénal, il met le doigt et il étudie cette espèce de penchant pour le mal que l'on a tous. Donc je pense que oui, c'est assez fascinant. Qui n'a jamais aimé un thriller, un film policier? Bon. Mais du coup, j'avais une autre question. Oui. Vous avez vu, il y a une expo à Paris en ce moment sur les tueurs en série. Je sais Non, pas j'ai si pas vous vu. êtes au courant. Ah non. Ah bah, je voulais votre Non, avis, non. mais... Vous y êtes allé? Oui. Et c'était vraiment bien? C'est super bien. C'est où? C'est à Montparnasse. Ok. Mais en fait, de prime abord, on pourrait croire que c'est très axé tueurs en série et un peu idolâtrer les tueurs en série, alors que pas du tout. C'est plus justement le cheminement de pourquoi ils en sont arrivés là. Ok. Et c'est les tueurs en série que français ou c'est vraiment... Non, il y a de tout. Ok. Il y a Ted Bundy, les plus célèbres. Ok. Mais il y a une pièce réservée aux femmes, réservée aux Français. Ah j'irai voir. Non, ça m'intrigue carrément. C'est jusqu'au mois de mai. Oh ça va. Ok, cool. Voilà. Je savais pas du tout. Merci pour cette minute culturelle. Imprévue. Quel grand mythe du droit pénal souhaiteriez-vous déconstruire? Au singulier? Ou au pluriel? Ouais. La première chose, c'est... Mais en fait, il y a tellement de choses à déconstruire. Que la peine prononcée que la peine prévue n'est pas forcément la peine prononcée. Souvent, on s'offusque que la peine n'est pas sévère, alors que c'est 30 ans, oui, mais c'est deux choses différentes. Et entre-temps, il y a de l'humain et de l'individualisation. Je pense que ça, si tout le monde l'avait acquis et intégré, ce serait pas mal. L'autre chose, c'est que... c'est par rapport à hier soir, toujours, ça me chagrine toujours, c'est que la justice n'est pas arbitraire, elle n'est pas injuste, et on ne fait qu'appliquer un droit qui est celui voté et en vigueur, et que si le droit ne convient pas, alors il faut le changer. C'est ok, ce sont les procédures légales, mais pour autant, si les juges agissent ainsi, c'est parce qu'on leur donne les moyens d'agir ainsi. Et j'aimerais bien que tout le monde ait la capacité de prendre cette distance sur ces choses-là. Et un autre mythe, que le procès à l'américaine, c'est pas du tout le procès à la française, quoi. Ça serait pas mal qu'on arrête les amalgames. Mais du coup, justement, pouvez-vous nous donner, selon vous, un film ou une série qui représente le plus le droit pénal français? Parce qu'on a beaucoup d'exemples américains, avec Swiss Murder, par exemple, pour citer que. Engrenage, la série Engrenage, je sais pas si vous avez vu. C'est une série produite par Canal+. Et elle a été produite, je crois qu'il y a 8 saisons. Il y a 8 saisons. Je crois que c'est l'une des meilleures séries françaises sur le droit pénal et la justice, la procédure pénale, etc. Elle est vraiment bien, les acteurs sont vraiment chouettes. Et surtout qu'elle a été créée, je crois, j'en suis même quasiment sûr, avec des praticiens du droit, qui ont expliqué les façons de faire, etc., pour que ce soit vraiment très réaliste. Et vous voyez toute la chaîne pénale de l'enquête. Alors c'est surtout l'enquête, l'instruction. Phase policière et la phase de l'instruction, mais moins le procès. Après, sur le procès, il y a Anatomie d'une chute qui est sortie l'année dernière, qui était un peu délirant sur certains aspects déroulés du procès, mais qui en même temps, sur la recherche de la vérité, était pas mal. Et sur se forger une intime conviction, était vraiment bien. Et là, je crois, mais je ne l'ai pas vu, qu'il y a un film avec Marina Foïs qui s'appelle Je le jure, qui sort au cinéma. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais peut-être que... Voilà. En tout cas, Engrenage, c'est vraiment une bonne série sur l'enquête policière. Okay. Ça va. Le droit étant souvent perçu comme un domaine complexe, quels conseils auriez-vous à donner aux étudiants afin d'aborder au mieux leurs études, que ce soit pour les stages ou autres? Alors, déjà, la première chose, je pense qu'il ne faut pas écouter les gens qui vous diront que vous n'êtes pas bien, pas mauvais, enfin pas bon, vous êtes mauvais, que vous ne réussirez pas. Parce que souvent, moi j'ai eu des profs qui disaient ça dès le début de la L1 et Il va vraiment se faire une opinion. Ouais, non mais carrément, c'est... Je la passe, non, c'est bon. Ça enregistre toujours, même quand ça se fait ouais. Donc déjà, il ne faut pas écouter les grincheux. Et ensuite, je pense qu'il y a un truc aussi qu'il faut arrêter que vous fassiez, les étudiants, c'est vous comparer les uns les autres.
Vous comparez. Ah, il a fini sa séance de TD, moi j'ai fini, t'en es que là, t'as fait ci, j'ai fait ça. C'est hyper nocif. On sait que c'est malsain. Bah, c'est carrément malsain parce qu'en fait, vous n'êtes pas du tout égaux. Là, vous êtes 4 personnes différentes qui travaillaient différemment, qui voyaient les choses différemment et qui avaient des organisations différentes. Et je pense que se comparer, c'est vraiment nocif et en plus, ça crée une ambiance délétère entre vous. Donc ça, je pense que c'est vraiment important d'arrêter de se comparer. On est tous différents. Ensuite, pour mieux aborder les cours, bah, je pense qu'il faut intégrer l'idée de ne pas que se contenter du cours, lire les TD. Enfin, refaire les TD, refaire les exercices, vraiment, faut laisser de la mise en pratique, hein, l'apprentissage du droit, puis de voir qu'à travers un cours, il ne s'agit pas d'apprendre les cours pour le cours, mais de se dire que le cours, c'est un écosystème et que toutes les notions du cours, de ces 100 pages que vous avez écrites pendant 30 heures, laborieuses, longues et pénibles, et bien en fait, tout ça, ça fonctionne ensemble et ça vit ensemble, quoi. C'est pas un plan qui est hyper hermétique entre les parties. C'est quelque chose qui existe et c'est cette prise de hauteur qui vous permet de comprendre que tout fonctionne ensemble. Ça, je pense, c'est hyper important. Et je pense que c'est le meilleur conseil. Après, pour les stages, bah, faut y aller au culot, je pense, pour avoir des stages. Moi, j'avais pas de parents juristes. Pour avoir des stages, j'y suis allé au culot. J'envoyais des lettres, j'appelais, je me chargeais de TV. J'avais un président de tribunal, je lui ai demandé, hein, et ça a fonctionné. Souvent, en y allant au culot. Poli, mais au culot. Parce qu'on n'a pas tous des parents qui sont deux. Que diriez-vous à un lycéen qui souhaiterait exercer en droit pénal? Exercer un métier Oui. du droit pénal, donc avocat pénaliste et tout ça. Bah, moi, j'exerce, enfin, je suis un pénaliste, j'exerce un métier du droit pénal, mais si je devais donner un conseil pour les métiers du droit pénal, c'est qu'il y en a plein déjà, donc je pense pas être de bons conseils. En vrai, je sais pas du tout, vous me mettez une colle là. Faut pas faire le droit pénal, enfin, je pense on fait pas du droit pénal pour l'argent, on fait du droit pénal pour le côté humain, donc faut aimer les autres, faut être empathique. Et puis, mais bon, vraiment, je suis pas praticien du droit, donc je suis très mal placé pour demander à une de vos chargés de TD ou un conseil pour être universitaire, ça je peux. Mais bon, pour le coup, aimer les humains et être empathique, parce qu'il faut aimer les autres, hein, pour être à la fac. Moi, j'avais une autre question qui n'était pas prévue. C'est qu'est-ce que vous pensez, avec le développement des réseaux sociaux, il y a aussi un développement du tribunal des réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, on peut pas empêcher les gens de penser des choses contraires à ce qui... Enfin, d'avoir leur propre opinion, de se forger leur opinion. Maintenant, je pense qu'il est quand même un peu délétère, c'est, comme vous dites, le tribunal, quand les réseaux sociaux et les médias sociaux se font les sachants, ceux qui savent mieux. Ça, c'est problématique, parce que ça tente à remettre en cause la légitimité des institutions qui sont établies. Je pense que... Enfin, moi, j'ai plus Twitter, je n'ai plus rien. Mais je pense qu'hier sur Twitter, ça devait y aller à toute berzingue sur la condamnation dans un sens comme dans un autre. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand ça conduit à... Enfin, mais bon, c'est pas que moi, mais ça conduit à des fausses vérités. Ça, c'est vraiment le problème. Présenter les choses sous un mauvais jour et remettre en cause la légitimité des institutions. Et là, je pense que pour le coup, on arrive dans une période, c'est un peu sombre hein, ce que je vais dire, mais on a un pouvoir politique qui est remis en cause, on a un pouvoir législatif qui fonctionne pas très bien, qui est aussi en proie à une crise, et là, depuis hier, j'ai l'impression que ça va être le pouvoir judiciaire qui va être grandement bouleversé et chahuté. On a appelé à des manifestations contre cette condamnation, on a appelé, apparemment il y a des menaces de mort qui ont été proférées contre des juges. C'est que là, l'état de droit, il va mal quand même, et ça, je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux. Donc ça, le tribunal des réseaux sociaux, bah, dans l'idéal, non. Mais il ne faut pas non plus... C'est toute la difficulté de la liberté d'expression. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais il faut avoir un peu de mesure, quoi. Et puis même sans parler d'hier, je pense que ce tribunal médiatique aussi, il mène en fait à de l'harcèlement, pas mal. Ah oui, complètement. Donc en fait, il empiète le droit pénal. Bah, en tout cas, il donne du grain à moudre pour le droit pénal. Mais oui, quand ça vire à des infractions, quand ça vire à des faits de harcèlement, voire des menaces de mort parfois, oui, ça c'est un vrai problème. Mais c'est aussi... En fait, je pense que... J'essaie de me dire ça pour me rassurer, peut-être, vous me direz.
Je pense on vit dans une période, vous vivez dans une période dans laquelle on est en proie, la société, le monde est en proie à des grands bouleversements. Le réchauffement climatique, enfin, je veux dire, à votre époque, moi, on n'en parlait pas du tout, hein. C'est donc très nouveau. Les violences faites aux femmes, intrafamiliales, c'est très, très, très nouveau. Et aussi, dans tout ça, on a la remise en cause de certaines valeurs sur lesquelles les sociétés occidentales s'étaient construites depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des États qui considèrent que ça ne leur correspond pas. Et je pense que notre erreur à nous occidentaux, c'est d'avoir voulu imposer un modèle à tout le monde. Et ça, franchement, c'était pas forcément la bonne solution. Et donc le monde change. Le monde change et là où on a voulu peut-être un monde un peu trop uniforme, là on a un monde qui est fait de nuances. Et je pense que dans des périodes de bouleversement comme ça, avec de la nuance, forcément on va avoir des avancées, des régressions et des phénomènes de tension politique, sociale. Mais j'ai bon espoir qu'un jour ça se stabilise. Et je pense que ce moment-là doit être vécu pour ce qu'il est. Je voulais votre avis vis-à-vis du droit pénal. Pensez-vous que la justice sert à punir ou à prévenir? J'ai envie de vous retourner la question. En fait, le droit pénal, il sert les deux. À la fois, il prévient parce qu'il a, vous savez, on l'avait vu l'année dernière, il a cette fonction dissuasive, c'est-à-dire que la preuve, vous n'avez tué personne, je pense, jusqu'à présent, vous n'avez pas volé, ou alors des petits larcins, mais on ne dira pas. Mais en tout cas, vous vous conformez à la norme parce que peut-être la norme exerce sur vous une forme de crainte. Alors moi, en tout cas, elle me fait peur. J'ai pas envie d'être condamné, j'ai pas envie de tout perdre parce que j'ai mal agi. Ça ne veut pas dire que je n'agirai pas mal, mais il y a des choses sur lesquelles je vais me limiter, en tout cas. Enfin, je ne vais pas y aller. Parce qu'elle exerce sur moi une forme de dissuasion. Donc elle prévient quelque part, elle dissuade. Pour autant, je pense et je suis assez attaché au fait que le droit pénal, c'est comme on dit un droit de la réaction et qu'en fait le droit pénal ne doit être là que pour sanctionner. C'est assez primaire, ça ne veut pas dire qu'il doit sanctionner œil pour œil, en dent pour dent. Il doit prendre en compte, je suis assez attaché à l'individualisation, prendre en compte la personnalité de l'accusé. On ne condamne pas des robots, c'est de l'être humain. Mais je suis attaché au fait que le droit pénal, c'est un droit qui doit simplement réagir à. Parce qu'avant, c'est des mécanismes éducatifs, sociaux et sanitaires qui doivent permettre la vie en société. C'est pas que la politique pénale, c'est la politique publique en général. Et le droit pénal n'est qu'un truc de dernier recours, un outil de dernier recours. Simplement, aujourd'hui, on voit que le droit pénal est de plus en plus dans la prévention et l'anticipation. C'est-à-dire, on avait vu là ça aussi, les infractions obstacles et toutes ces infractions qui permettent de punir en amont, presque aux actes préparatoires, et non pas seulement à la consommation de l'infraction. Et ça, c'est un problème de liberté publique, parce qu'on va vous interdire presque certains comportements. Enfin, c'est pas sain dans une démocratie, je pense, dans un vrai état de droit. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous vous remercions d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, partager et regarder les autres épisodes présents sur notre chaîne. Au revoir.